Bonjour, nous avions vu au cours de la précédente vidéo quels étaient les acteurs de la réponse immunitaire adaptative. Aujourd'hui, on va voir comment l'immunité adaptative est mise en place et comment elle évolue au cours de la vie. Premièrement, parlons du répertoire immunitaire. On a vu qu'il existait dans notre organisme plein de lymphocytes différents. En fait, comme chaque lymphocyte est spécifique d'un seul antigène, il est nécessaire d'avoir tout un répertoire de lymphocytes qui permet à notre système immunitaire de réagir contre le maximum de menaces différentes. La création de ce répertoire immunitaire se réalise en plusieurs étapes. Tout d'abord, tous les lymphocytes sont créés au niveau de la moelle osseuse, donc ce fameux tissu là qui est présent à l'intérieur de nos os. Mais au moment de leur création, les lymphocytes ne sont pas encore spécifiques, et leurs génomes sont tous identiques. Pour acquérir cette spécificité, ils doivent subir une maturation. Celle-ci aura lieu dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B et dans le thymus pour les lymphocytes T. Pendant cette maturation, on va avoir des remaniements génétiques qui vont être réalisés de manière totalement aléatoire. Et donc ces remaniements vont consister en fait à supprimer certains gènes et à en garder d'autres. Et tout ça va permettre, au bout du compte, d'avoir des lymphocytes qui sont tous différents génétiquement, et donc spécifiques de nombreux antigènes différents. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une fois la maturation terminée, les lymphocytes doivent subir une sélection. Pourquoi ? Eh bien parce que parmi tous ces lymphocytes différents que l'on a obtenus, en fait, il y en a plein qui vont être spécifiques à des antigènes qui sont présents au sein de notre propre organisme. Et donc, comme on n'a pas trop envie que les lymphocytes s'attaquent à nos propres cellules, il est nécessaire de s'en débarrasser rapidement avant qu'ils ne deviennent fonctionnels. Pour cela, tous les antigènes appartenant à notre propre organisme, donc que l'on appelle les marqueurs du soi, sont présentés aux différents lymphocytes. Ceux qui ont le malheur d'être spécifiques à un de ces marqueurs du soi seront détruits sans sommation. Du coup, à la fin de cette étape, on obtient plein de lymphocytes, spécifiques contre à peu près tout et n'importe quoi, mais pas à nos antigènes personnels. Cette sélection de lymphocytes se réalise dans les mêmes organes que la maturation, à savoir la moelle osseuse pour les LB et le thymus pour les LT. Au passage, il peut arriver que ces mécanismes de sélection soient défaillants, et dans ce cas, ça peut déboucher sur ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc ce genre de maladie, c'est quand en gros nos propres lymphocytes s'attaquent à l'un de nos organes. Donc par exemple, on a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, liée au fait que les lymphocytes s'attaquent à certaines cellules du pancréas. C'est seulement après cette étape de sélection que les lymphocytes peuvent devenir immunocompétents, c'est-à-dire fonctionnels, donc aptes à défendre notre organisme. Les lymphocytes immunocompétents peuvent alors aller dans le système sanguin et le système lymphatique, notamment les ganglions, dans lesquels ils vont pouvoir attendre tranquillement de servir à quelque chose. Voilà, du coup nous avons vu comment le répertoire immunitaire était mis en place, nous allons maintenant voir comment la réponse immunitaire adaptative se déclenche. Et pour comprendre cela, il faut se rappeler ce qui se passait lors de la réaction inflammatoire. J'ai ici représenté deux types d'infections. À gauche, on a une infection par des pathogènes extracellulaires, avec donc des bactéries qui sont entrées à la faveur d'une blessure dans la peau. Et à droite, on a ici une infection par des virus qui ont infecté un certain nombre de cellules de l'organisme. Dans les deux cas, des cellules de l'immunité innée sont appelées sur place, comme des macrophages ou des cellules dendritiques, et ces cellules vont pouvoir réaliser la phagocytose sur ces micro-organismes responsables de l'infection. Donc la phagocytose, c'est ce qu'on avait vu lors d'une précédente vidéo qui traitait de l'immunité innée. Mais en fait, il faut bien comprendre que lorsque ces cellules phagocytent un micro-organisme, ils vont bien sûr détruire le micro-organisme en question, mais pas que. Dans certains cas, le phagocyte peut également capturer des fragments de ce micro-organisme, donc des antigènes en fait, pour aller les exposer à sa surface, comme une sorte de trophée si vous voulez. Ils font ça grâce à des protéines spécialisées qu'on appelle le CMH, donc pour complexe majeur d'histocompatibilité, donc ces molécules sont représentées ici en violet. Il y a plusieurs types de globules blancs qui peuvent comme ça présenter des antigènes à leur surface, mais c'est vraiment les cellules dendritiques qui sont spécialisées là-dedans. Donc c'est pour ça que j'en ai représenté une ici. Au passage, suite à la phagocytose, il y a aussi des antigènes solubles qui sont produits. En fait, ce sont les résidus de micro-organismes qui sont rejetés par le globule blanc qui vient de le manger en gros dans le tissu. Ensuite, les cellules dendritiques qui présentent les antigènes à leur surface et tous ces antigènes solubles qui sont issus de la phagocytose des micro-organismes vont migrer dans les vaisseaux lymphatiques ou dans les vaisseaux sanguins jusqu'à atteindre le ganglion lymphatique le plus proche. Et dans ce ganglion lymphatique, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a plein de lymphocytes qui attendent là, des lymphocytes dormants.
On a des lymphocytes B, des lymphocytes TCD4, des lymphocytes TCD8, et tous ces lymphocytes sont spécifiques de plein d'antigènes différents. Donc ils n'ont pas les mêmes récepteurs ou les mêmes anticorps membranaires. Et donc parmi tous ces lymphocytes, il faut réussir à trouver ceux qui sont capables de lutter efficacement contre l'infection. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de la sélection clonale. Donc, il faut trouver les lymphocytes qui sont spécifiques des antigènes présents sur les pathogènes, donc au niveau de l'infection. Et c'est à ça que servent les cellules dendritiques en fait. Elles vont chercher la perle rare, c'est-à-dire chercher le bon lymphocyte capable de réagir à l'antigène qu'il présente. C'est un petit peu l'histoire de Cendrillon, si vous voulez. Dans cette histoire, on a une pantoufle de verre qu'on va présenter à un tas de filles du coin, et la pantoufle ne convient qu'à la bonne, c'est-à-dire à Cendrillon en fait. Là, la pantoufle, c'est l'antigène, et au lieu des filles, on a des lymphocytes, mais en gros, c'est pareil. Alors, petite précision tout de même, les cellules présentatrices d'antigènes, donc les cellules dendritiques, là, elles n'activent que les lymphocytes T. Les lymphocytes B, eux, sont activés par les antigènes solubles, donc ils vont diffuser comme ça dans les systèmes lymphatiques. Alors bien sûr, trouver les bons lymphocytes spécifiques dans les millions de lymphocytes présents, c'est très très long. C'est pour ça que cette étape de sélection clonale, elle peut prendre un certain temps, du genre plusieurs jours. Et c'est donc pour ça que la réponse adaptative est si lente à se mettre en route. Ensuite, suite à cette sélection clonale, la réponse adaptative dépendra des lymphocytes TCD4. C'est en effet eux qui vont produire des interleukines. Donc c'est quoi ces machins-là? En fait, ce sont des substances chimiques nécessaires à la mise en route de la réponse. Tout d'abord, les LTCD4 ils produisent des interleukines 2 pour eux-mêmes. Donc ça va leur permettre de se multiplier activement par mitose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amplification clonale. Et du coup, à partir d'un seul lymphocyte LTCD4, là, on va en obtenir plein. En gros, toute une armée. Puis ces lymphocytes vont ensuite produire une deuxième interleukine, l'interleukine 4, qui, elle, va permettre leur différenciation. C'est-à-dire, ça va permettre aux LTCD4 de se transformer en cellules effectrices, donc on appelle les lymphocytes T auxiliaires, ou LTA. Donc, au passage, vous pouvez également trouver le nom LTH comme lymphocyte T helper, qui est son nom en anglais. Et c'est ensuite toute cette population de lymphocytes T auxiliaires qui va permettre l'amplification clonale et la différenciation des autres lymphocytes, donc les LTCD8 et les lymphocytes B, qui ont été sélectionnés. Ces cellules vont en effet se multiplier grâce aux interleukines 2, donc produites par les LTA, et donc c'est encore une fois de l'amplification clonale, et ensuite, toutes ces cellules vont se différencier en cellules effectrices. Donc les lymphocytes B, eux, ils se transforment en plasmocytes, et les lymphocytes TCD8 en lymphocytes T cytotoxiques. Donc cette étape de différenciation se fait également grâce aux interleukines produites par les LTA, les interleukines 4. À l'issue de toutes ces étapes de sélection, d'amplification clonale et de différenciation, on obtient ainsi une véritable armée de cellules effectrices qui sont spécifiques du bon antigène. Tout ce beau monde va donc pouvoir migrer par les vaisseaux lymphatiques jusqu'au lieu de l'infection, afin de pouvoir agir. Donc à ce moment-là, les lymphocytes T cytotoxiques, eux, ils ont pour but de détruire par contact les cellules anormales ou infectées. Donc pour cela, ils vont relarguer des molécules toxiques de type perforine et granzyme, et donc ça va détruire, tout simplement, les cellules infectées. Les lymphocytes B, quant à eux, auront pour but d'enclencher la réponse humorale, c'est-à-dire de produire plein d'anticorps spécifiques qui vont aller se fixer sur les antigènes ciblés. Ces anticorps vont ainsi permettre de neutraliser les pathogènes et de faciliter leur élimination par phagocytose. Voilà pour la réponse immunitaire adaptative. Voyons maintenant comment fonctionne la mémoire immunitaire. Car l'immunité adaptative, ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle est capable de s'adapter tout au long de notre vie aux différents pathogènes auxquels elle est soumise. En effet, en cas d'un premier contact avec un antigène donné, la réponse adaptative met du temps à se mettre en place. Plusieurs jours en général. Parce que rappelez-vous, il faut le temps de retrouver les bons lymphocytes dans tout le répertoire immunitaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une réponse primaire. Mais, si quelque temps après, le même antigène se pointe, alors on aura le droit à une réponse secondaire qui sera beaucoup plus rapide, donc on voit en effet que le délai est fortement raccourci, et aussi beaucoup plus efficace. On voit que là, il y a beaucoup plus d'anticorps de créer. On voit donc que l'immunité adaptative, c'est ici adapté. Bon, en même temps, c'est un peu son nom. Mais attention, cette adaptation est spécifique. Si on prend un individu qui a réalisé une réponse primaire face à un antigène A, et qu'on lui soumet quelque temps après un antigène B, eh bien on aura une réponse normale et peu efficace contre cet antigène B. L'immunité s'est ici adaptée contre l'antigène A, mais seulement contre cet antigène, donc pas
contre l'antigène B. Alors pourquoi on a une telle adaptation du système immunitaire? Eh bien grâce à ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Donc, sur le court terme, cette mémoire est portée par les anticorps qui persistent dans le sang et la lymphe pendant quelques mois, voire davantage pour quelques-uns d'entre eux. Et c'est pour cela que lorsqu'on veut savoir s'il y a eu une infection chez un patient, on lui fait une analyse de sérum, et s'il y a des anticorps ciblant les antigènes en question, ça voudra dire que l'individu a bien été infecté. Au passage, c'est ce qu'on fait lorsque on fait des tests de dépistage du sida. Si l'individu a déjà été infecté par le virus du sida, donc le VIH, il aura nécessairement des anticorps anti-VIH qui se trouveront dans son sérum. On dit alors que la personne est séropositive pour le VIH. Sur le long terme, la mémoire immunitaire est portée par des lymphocytes spécialisés qui sont appelés des cellules mémoire ou lymphocytes mémoire, qui sont des cellules à très longue durée de vie qui peuvent persister comme ça dans notre organisme pendant des années, voire pendant toute une vie. Ces cellules mémoire, elles sont créées au moment de la différenciation clonale. Donc rappelez-vous, à ce moment-là, la majorité des lymphocytes donnent des cellules effectrices, mais il y a certains d'entre eux qui, à ce moment-là, vont donner des lymphocytes mémoire. Ainsi, s'il y a une infection par un antigène A, par exemple, l'organisme va générer, au cours de sa réponse adaptative, un stock de cellules mémoire spécifiques de A. Du coup, s'il y a plus tard un nouveau contact avec le même antigène, l'étape de sélection clonale sera bien plus efficace et plus courte, car les probabilités de rencontre entre l'antigène et ce stock de lymphocytes mémoire seront beaucoup plus élevées. On a ainsi les abondances relatives de nos lymphocytes qui vont évoluer comme ça au cours de notre vie, au gré des différentes rencontres que l'on peut faire avec différents pathogènes. Et c'est justement parce que le système immunitaire adaptatif évolue au cours de la vie que les vaccins sont efficaces. Le principe du vaccin, c'est qu'on injecte un pathogène rendu inoffensif, ou des fragments de ce pathogène, et donc notre corps va réagir et générer une réponse adaptative primaire, qui va produire des anticorps et des cellules mémoire spécifiques, des antigènes ciblés. Si la véritable maladie se pointe quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien notre immunité va réagir de manière beaucoup plus rapide et efficace, parce qu'on aura une réponse secondaire, et le système immunitaire va ainsi pouvoir se débarrasser facilement de l'infection. Au passage, les rappels des vaccins permettent de reconstituer comme ça le stock de cellules mémoire afin que le vaccin soit donc d'autant plus efficace. Alors il faut savoir que en plus des micro-organismes et des fragments de micro-organismes, dans un vaccin on ajoute aussi des adjuvants. Les adjuvants ils permettent en fait d'augmenter la réaction inflammatoire qui est déclenchée par l'infection. En effet, on a bien vu que la réaction inflammatoire permet d'activer les processus de l'immunité adaptative par le biais de la présentation des antigènes. Et du coup, le fait de booster un petit peu cette réaction inflammatoire, ça permet d'optimiser l'efficacité du vaccin. Donc au passage, c'est à cause de ces adjuvants qu'on peut présenter des rougeurs ou qu'il peut y avoir de la fièvre après un vaccin. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de vraiment dangereux. Voilà. Pour conclure, je vous laisse sur le schéma bilan de la réponse adaptative, que je vous conseille très fortement d'apprendre par cœur et de savoir le refaire. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui.